tournage de l'échographie de la cheville nécessite de savoir repérer les principales structures anatomiques la constituant. Le but de ce film est de vous aider à acquérir ces connaissances. Pour examiner les régions antérieures, latérales, médiales et postérieures de la cheville, nous vous proposons de retenir 4 positions. Pour la première position, la patiente est en décubitus, elle fléchit le genou et la cheville est posée à plat sur la table d'examen. La deuxième position nécessite toujours que le genou soit fléchi et cette fois-ci, la cheville est mobilisée en varus. Pour la troisième position, nous demandons à la patiente de se positionner en décubitus contralatéral et nous effectuons une flexion dorsale du pied. La quatrième position nécessite quant à elle que la patiente soit en décubitus ventral, pied en dorsiflexion, les orteils reposant sur la table d'examen. L'appareil d'échographie sera doté d'une sonde linéaire superficielle de haute fréquence et on pourra s'aider d'un matériel d'interposition tel qu'une poche à eau pour absorber les différents reliefs osseux. L'examen de la région antérieure débute par une coupe sagittale médiane de l'articulation tibiotalienne. Le genou est fléchi et le pied repose sur la table d'examen. La sonde est positionnée verticalement au milieu du dos du pied. Nous repérons aisément, à gauche de l'écran, la corticale osseuse du tibia. À droite de l'écran se trouve la corticale osseuse du talus. Entre ces deux structures osseuses se situe la capsule articulaire et le récessus antérieur. Nous procédons à un grossissement pour visualiser de nouveau le talus, qui est recouvert par une fine lame hypoéchogène correspondant à du cartilage. À proximité, nous repérons de nouveau la capsule articulaire et le récessus antérieur, avec à leur partie profonde un tissu graisseux visible à l'état physiologique. Nous procédons ensuite à une coupe transversale du dôme du talus. Le pied reste dans la même position, mais cette fois-ci la sonde pivote de 90 degrés pour se déplacer transversalement sur le dos du pied. La sonde suit la partie visible du dôme astragalien qui correspond à sa partie latérale. Pour bien visualiser ce dôme astragalien, il peut être utile d'augmenter la flexion plantaire du pied en fléchissant au maximum le genou. On repère alors aisément sur l'écran la corticale osseuse du dôme astragalien, caractérisée par l'ombre acoustique qui lui fait suite. À la partie superficielle, au milieu de l'écran, apparaît le tendon du long extenseur de l'hallux. À droite de l'écran, c'est-à-dire à la partie médiale, on retrouve le tendon du tibial antérieur et à gauche de l'écran, à la partie latérale, le long extenseur des orteils. En déplaçant la sonde latéralement, nous arrivons sur la partie latérale du dôme astragalien. Nous effectuons ensuite une coupe sagittale de l'interligne de Chopard au niveau de l'articulation talonaviculaire dorsale. Le pied restant en flexion plantaire, la sonde descend verticalement, franchit l'articulation tibiotalienne pour tomber 3 cm plus bas au niveau de l'articulation talonaviculaire dorsale. La sonde positionnée sagittalement franchit l'articulation tibiotalienne qui apparaît sur votre écran,
puis elle descend plus bas et nous arrivons sur l'articulation talonaviculaire. Voici l'os du talus et à droite de votre écran l'os naviculaire. Entre ces deux structures osseuses est tendu le ligament talonaviculaire dorsal. L'examen échographique de la région latérale de la cheville débute par une coupe du ligament talofibulaire antérieur. Le genou est fléchi, la plante du pied reposant sur la table d'examen et la cheville est mobilisée en varus. La sonde est appliquée en regard de la malléole externe et se dirige vers le bas et en avant. On repère aisément la malléole fibulaire externe en raison de sa forme arrondie et de sa localisation superficielle. On reconnaît également aisément le col du talus. Entre ces deux structures osseuses siège le ligament talofibulaire antérieur, des costructures fibrillaires. On peut apprécier la tension et la continuité de ce ligament en effectuant une épreuve de varus forcé. L'examen se poursuit par la visualisation du faisceau antérieur du ligament tibiofibulaire inférieur. À partir de la position précédemment décrite, la sonde appliquée en regard de la malléole pivote transversalement pour se positionner en regard de l'articulation tibiofibulaire antéro-inférieure. Apparaît sur l'écran la corticale osseuse du tibia de forme arrondie et la corticale osseuse de la malléole externe. Latéralement à cette malléole externe se situent les tendons des courts et longs fibulaires. Entre ces deux structures osseuses, on repère le faisceau antérieur du ligament tibiofibulaire inférieur. Après avoir procédé à un grossissement, nous retrouvons de nouveau ce faisceau antérieur du ligament tibiofibulaire inférieur, recouvert à sa surface par un rétinaculum qui protège les tendons des courts et longs fibulaires. Nous effectuons maintenant une coupe sur le sinus du tarse. La cheville étant maintenue en varus, la sonde descend verticalement en dessous de la malléole externe en direction de la partie inférieure du pied. L'intérêt de cette coupe est de rechercher des signes indirects témoignant d'une souffrance de l'articulation astragalo-calcanéenne. Sur l'écran apparaissent deux structures osseuses. À gauche de l'écran, c'est-à-dire à la partie supérieure de cette coupe, se situe la corticale osseuse de l'astragale. À droite de l'écran, la corticale osseuse du calcanéum. Entre ces deux structures osseuses, on repère le sinus du tarse. Ce sinus a un aspect hyperéchogène en raison de sa composition graisseuse. Nous effectuons maintenant une coupe des ligaments externes de l'interligne de Chopard. La cheville étant maintenue en varus, la sonde est appliquée latéralement pour se positionner en regard de l'articulation calcanéo-cuboïdienne. On reconnaît à gauche de l'écran le calcanéum. À la partie droite de l'écran apparaît le cuboïde. Et entre ces deux structures osseuses se situe le ligament calcanéo-cuboïdien latéral. En translatant la sonde vers le haut, il est possible de visualiser
le faisceau cuboïdien du ligament bifurqué. Les repères anatomiques sont les suivants. À gauche de l'écran, on peut voir le rostre du calcanéum. À droite, le cuboïde. Et entre ces deux structures apparaît le faisceau cuboïdien du ligament bifurqué. À proximité et en superficie, on retrouve le court extenseur des orteils. Pour effectuer la coupe horizontale rétro-malléolaire externe, le patient est positionné en décubitus contralatéral, pied en dorsiflexion. La sonde est appliquée transversalement en arrière de la malléole. À gauche de l'écran, on peut identifier la corticale osseuse de la malléole externe. En arrière de cette malléole externe, on peut visualiser le tendon du court fibulaire ainsi que le tendon du long fibulaire. Si nous procédons à un grossissement, nous pouvons préciser la région en retrouvant la malléole externe, le tendon du court fibulaire et entre ces deux structures, une zone hypoéchogène correspondant à un fibrocartilage. Dans le plan superficiel se situe le rétinaculum supérieur des fibulaires. L'examen de la région latérale se termine par une coupe du ligament calcanéo-fibulaire. Le patient est toujours en décubitus contralatéral, pied en dorsiflexion, et cette fois-ci la sonde descend verticalement pour se positionner en regard de ce ligament difficile à visualiser. Les repères anatomiques sont les suivants. À gauche de l'écran, on peut identifier la corticale osseuse de la malléole externe. À droite de l'écran et en profondeur se situe le calcanéum. Entre ces deux structures osseuses, on trouve en surface les tendons des courts et longs fibulaires. Nous allons maintenant procéder à un grossissement pour mettre de nouveau en évidence ces tendons fibulaires, et en profondeur de ces tendons se situe le ligament fibulo-calcanéen. L'examen de la région médiale débute par une coupe du ligament collatéral médial. Le patient est installé en décubitus dorsal, genou fléchi, la plante du pied reposant sur la table d'examen. La sonde est positionnée en regard de la malléole interne et elle est orientée vers le bas et en avant. Sur l'écran apparaissent plusieurs structures osseuses. À gauche de l'écran, nous pouvons reconnaître la corticale osseuse de la malléole tibiale par sa forme arrondie et sa localisation superficielle. Au centre de l'écran, nous retrouvons la corticale osseuse du talus et à la partie la plus à droite de l'écran, la corticale osseuse du calcanéus. Nous allons maintenant procéder à un grossissement pour pouvoir identifier le ligament tibiotalien qui est un épais ligament constitué de deux faisceaux. Un faisceau superficiel et également un faisceau profond. L'examen se poursuit par une coupe horizontale rétro-malléolaire interne du tunnel du tarse. Alors que le membre inférieur reste dans la même position,
La sonde est placée en regard de la malléole interne et se déplace transversalement à la partie postérieure de cette malléole. On identifie aisément la corticale osseuse de la malléole tibiale en raison de l'ombre acoustique qui lui fait suite. Cette malléole tibiale est recouverte de façon superficielle par le rétinaculum des fléchisseurs. Entre ces deux structures, on retrouve les éléments constituant le tunnel du tarse que nous pouvons identifier après grossissement. Dans la partie la plus antérieure du tunnel du tarse se situe le tendon du tibial postérieur. En arrière de ce tendon, nous retrouvons le tendon du long fléchisseur des orteils, puis l'artère et les veines tibiales postérieures, et enfin le nerf tibial postérieur. L'examen échographique de la région postérieure de la cheville débute par une coupe longitudinale du tendon calcanéen. Le patient est positionné en décubitus ventral et pour mettre sous tension le tendon calcanéen, les orteils sont posés à plat sur la table d'examen. Certains préféreront la position où le pied est carrément sorti de la table d'examen et maintenu en dorsiflexion. La sonde échographique remonte le long de ce tendon en partant du talon pour aller jusqu'au mollet. Nous reconnaissons aisément la corticale osseuse du calcanéum. Le tendon calcanéen est repéré en raison de sa structure fibrillaire et de sa situation superficielle. Entre le tendon calcanéen et le calcanéus se situe une bourse. En profondeur du tendon calcanéen, nous retrouvons le triangle de Kager constitué d'un tissu graisseux qui lui donne un aspect hyperéchogène. La sonde poursuit son ascension vers le mollet. Et nous voici de nouveau en présence du tendon calcanéen, du triangle de Kager et en présence d'un muscle profond de la cheville, le long fléchisseur de l'hallux. La sonde reprend son ascension en direction du mollet et peu à peu, le tendon va être l'objet d'une ramification avec le muscle solaire et encore plus haut avec les muscles gastronémiens, médial et latéral. Nous terminons l'examen avec une dernière coupe, la coupe transversale du tendon calcanéen. Le patient reste dans la position que nous avons précédemment décrite pour la coupe longitudinale de ce tendon. Cette fois-ci, c'est la sonde qui pivote de 90 degrés. Cette sonde va suivre transversalement ce tendon depuis son insertion sur le talon. La sonde remonte progressivement vers le haut du mollet pour voir apparaître les ramifications avec le muscle solaire et avec les muscles gastronémiens médial et latéral. La ligne hyperéchogène qui apparaît sur votre écran correspond à la corticale osseuse du calcanéum. Nous allons maintenant figer l'image pour vous montrer le tendon calcanéen situé en superficie. En profondeur de ce tendon, nous retrouvons le triangle de Kager. La sonde poursuit son ascension vers le mollet et nous constatons que le tendon calcanéen diminue progressivement d'épaisseur et on voit apparaître à sa partie profonde le muscle solaire. Ainsi s'achève notre film. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent apprentissage de l'écho-anatomie de la cheville en débutant votre formation avec des patients indemnes de lésions.